Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez hésité à vous lancer dans l'aventure du théâtre avant de passer aux actes. Vous ne l'avez jamais regretté et le public non plus. Vous avez fait beaucoup de cartons pleins et cela bien avant d'évoquer à la scène une légende du théâtre et du cinéma, Pauline Carton. Bonjour Christine Murillo. Mais bonjour Jacques, je vois que vous avez bien potassé votre sujet parce que peu de gens savent que j'hésitais à faire du théâtre avant. Effectivement, les animaux me remercient, je ne suis pas vétérinaire. Voilà. Mais vous n'êtes pas cabot non plus. Je l'espère. Alors donc, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours. L'actualité, c'est ce spectacle étonnant, Pauline et Carton, que vous faites depuis 3 ans et que vous avez repris à la Scala. On va en parler et parler de cette actrice extraordinaire qui était Pauline Carton. Que j'ai repris aux Artistiques à T20. Eh bien, exactement. Voilà, ce que j'avais créé à la Scala. Et que vous reprenez aux Artistiques à T20. Et là, je reprends aux Il faut rendre à César, n'est-ce pas? Exactement ce qui appartient à Christine Murillo. Merci. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est vraiment votre vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 3 janvier 1973. Écoutez ce générique. C'est votre premier au théâtre ce soir. Vous êtes un chœur dans Lysistrata d'après Aristophane. Mais donc c'était le 1er janvier 73. Moi, le 3 janvier. Le 3 janvier. Alors moi, je me souvenais d'un passage dans Lysistrata en 72, comme quoi vous l'avez tourné en 72 et c'est passé le 3 janvier 73 à la télévision sur TF1. Eh bien écoutez, vous voyez, je me vantais de ne pas avoir joué au théâtre ce soir. Eh bien je mentais. Voilà. En plus, Lysistrata, au départ, c'est des femmes d'Athènes qui veulent la paix et qui pour ça disent à leur mari il se passera rien s'il n'y a pas la paix. Et c'est une adaptation d'Albert Husson, un auteur qu'on a un peu oublié parce qu'il a fait aussi bien Aristophane que Francis Blanche dans Adieu Berthe. Ah oui, non, enfin il y a des grands écarts extraordinaires chez les personnalités. Voilà, et il a dirigé le théâtre des Célestins également. Effectivement, le théâtre c'était pas votre truc. Vous étiez à l'école une élève un peu dissipée. Oui, insolente et stupide. Voilà. Ah bon? Bête. Je crois que... Mais d'ailleurs, même maintenant, je me trouve bête, mais je trouve que c'est une arme extraordinaire parce que je repars toujours de zéro et je trouve tous les gens autour de moi beaucoup plus intelligents et ça me donne un chemin et j'essaye de les rattraper. C'est un but qui me plaît infiniment. Donc, vos études, on oublie. En revanche, c'est justement Jean Périmoni qui vous a mis sur la voie par hasard, par une rencontre, et vous êtes entré dans son cours. Alors oui et non, c'est-à-dire que je baignais quand même dans un milieu qui connaissait le théâtre et la danse, oui. Et c'est maman qui m'a dit, eh bien écoute, puisque tu ne veux plus faire vétérinaire, nous attendons la rentrée. Et comme elle avait donné des cours de danse aux élèves de Périmoni, elle a dit, Péri est tout cuit pour venir t'accueillir. Donc je suis allée chez Péri et c'est lui qui m'a préparé au conservatoire pour l'année d'après et je lui suis redevable de tout. Alors il a formé quand même Jean Périmoni, François Cluzet, André Dussolier et Fanny Ardant. Mais oui. C'était un grand professeur. Mais oui, que j'ai retrouvé ça et là. Et on est toujours content de parler de lui, quoi. Et là, il a cru en vous immédiatement, Christine Murillo. Ah oui. Oui. Et puis, normalement, on devait passer 2 ans. Il m'a fait sauter 1 année. Enfin, et puis, j'avais de l'aplomb et j'étais vraiment pas bonne. Je faisais du théâtre pas pour les bonnes raisons. Et je les ai apprises petit à petit grâce à Péri, mais aussi grâce au conservatoire. Et je dirais principalement à Louis Seigné. Qui a été le premier professeur au conservatoire en première année. Merveilleux. Il me disait, bon, c'est Medrano. Et je faisais un peu Medrano stupidement. Et puis avec Jean-Paul Roussillon, là, ensuite, j'ai creusé. Puis avec vitesse, voilà, je rencontre les bonnes personnes au bon moment. J'ai une chance infinie. Et puis surtout, je crois que ma qualité, c'est d'écouter, quoi. Voilà, justement, donc, il y a donc Jean Périmoni, Louis Seigné. On oublie que Louis Seigné a été le premier à créer des séries radiophoniques à la télévision sur le théâtre avec Jean Nohain. Ça s'appelait la Compagnie théâtrale radiophonique avant-guerre. Eh bien, c'est ce que vous m'apprenez. Et je ne suis pas étonné, il était absolument génial. Et vous savez qu'en 65, quand De Gaulle a été candidat, il a donné des cours de bonhomie au général de Gaulle. Ah, il a bien réussi son coup.
Et puis Jean-Paul Roussillon qui a été le professeur en troisième année en deuxième année du conservatoire. Deuxième et troisième, puisque la troisième, j'alternais avec Vitesse et c'était des directions pas toujours se rejoignant, mais quand on apprend, c'est absolument merveilleux. Je me sers de tout le monde. Dès que je rentre en scène, et surtout pendant les répétitions, je me sers de tout. Après, je me sers des metteurs en scène que j'ai rencontrés. Vincent me sert énormément, Nils Arestrup, d'avoir joué à ses côtés. Tout le monde me sert. Et puis vous venez d'une époque où il y avait un concours du conservatoire où c'était très sérieux, plus rigoureux qu'aujourd'hui, Christine Muriot. J'étais juste à la jonction. Le concours s'est arrêté l'année d'avant, moi. Oui. L'année d'avant ma sortie. Donc moi, je suis sortie avec ce qu'on appelait les demi-heures. J'avais une demi-heure et j'ai fait un truc qui ressemblait à ma bêtise, c'est-à-dire j'avais créé Bélise des femmes savantes qui rêvaient d'être la reine de Ruy Blas, puisque j'étais pas d'une nature particulièrement apte à jouer la reine de Ruy Blas. Eh bien, je me suis offert ce rôle pour ma demi-heure de sortie et j'étais bien entourée. J'avais Daniel Martin qui vient de nous quitter. J'étais avec Benoît Régent, extraordinaire. J'avais Dominique Valadier. J'avais une demi-heure de rêve. Alors, vous avez ensuite fait du café-théâtre et vous avez joué Jean Anouilh dans un petit café-théâtre. Mais oui, grâce à Perry. Alors d'abord, il m'a engagé pour jouer au café-théâtre Le Fanal, le nom m'échappe parce que c'est Alzheimer, hein, voilà. C'était Monsieur Barnett de Jean Anouilh. Monsieur Barnett, alors extraordinaire, je jouais avec lui et mais non, vous avez raison, c'est peut-être la première pièce que j'ai jouée. Oui. Je suis plus sûr si c'est l'un ou l'autre. Et après, il y a eu la cantatrice chauve de Ionesco. Vous êtes intervenu aussi. Oui, mais ça, c'était pas Perry. Là, le café-théâtre, enfin bref, c'était avec Bernard Tixier. On faisait un trio extraordinaire. Quand même, de jouer avec mon professeur dans un café-théâtre, faut dire à quel point il était jeune d'esprit, quoi. Alors, il se trouve que La cantatrice chauve, ensuite, c'est la pièce qui détient le record du monde de nombre de représentations sans interruption. Depuis 1957 à la Huchette, on est à plus de 22 000 représentations. Extraordinaire. Alors celle-là, et je lui suis redevable jusqu'à la fin de mes jours, je venais de sortir du conservatoire, et il était question de rien, et c'est Daniel Benoît qui m'a engagé pour jouer à Saint-Étienne, avec François Berléand. La cantatrice chauve, un souvenir absolument merveilleux, une tournée et tout. Et puis, c'est pendant La cantatrice que la Comédie Française, et Pierre Dux, pour ne pas le nommer, m'a demandé, donc, à la sortie du conservatoire, c'est Daniel Benoît. Et puis après, c'est la Comédie Française. Effectivement, Pierre Dux vous appelle, vous demande d'entrer à la Comédie Française, ce que vous n'auriez jamais imaginé, Christine Muriot. Je pensais à rien. Je vous dis que j'étais une buse. Donc, je faisais où on me disait de faire. J'étais toujours émerveillée qu'on me demande quelque chose. Et puis, ça n'a pas arrêté, mais ça s'appelle la chance. Hein. Oui, la chance quand même, mais le talent, parce que vous êtes resté 10 ans à la Comédie Française. Oui, 10 ans de rêve, j'ai rencontré des metteurs en scène. Je me rendais compte que j'ai joué Les Corbeaux avec Vincent, j'ai joué Ivanov sous la direction de Claude Régis, mais c'est inoubliable et surtout ça vous marque pour travailler. Est-ce qu'ils se rendaient compte à quel point ce qu'ils nous indiquaient pour jouer une pièce était valable pour celle d'après, même si elle n'avait rien à voir. C'est inoubliable. Et puis, vous auriez pu passer votre vie à la Comédie Française, Christine Muriot. Oui et non, c'est-à-dire que la Comédie Française me voyait quand même beaucoup dans des rôles de soubrette, de nounou, de tout ce qu'on veut. Et moi, j'ai toujours détesté ça. J'ai joué Les Femmes Savantes, Martine des Femmes Savantes, avec grand bonheur sous la direction de Jean-Paul Roussillon. J'ai joué Lisette du Jeu de l'amour avec grand plaisir, mais c'est pas mon truc. J'ai joué L'épreuve avec ma sœur qui était au Français, donc qui jouait
Angélique de l'épreuve. Catherine Enfin Salvia. bref, j'ai joué beaucoup de sous-boîte, mais je n'aime pas ça. Cette abnégation en scène ne me disait rien. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à les refuser, puisque j'étais sociétaire, je refusais. Et on me disait, bah oui, mais... Et puis on m'a demandé de jouer Pionnier à Ingolstadt, dirigé par Bérengère Bonvoisin, et en même temps La Mouette, dirigée par Konchalovsky. Les deux, je pouvais les jouer hors français, mais bon, on a commencé à tiquer, à me dire qu'on n'allait pas me donner les congés. Si je refusais à l'intérieur et que j'acceptais à l'extérieur, ça tenait plus debout. Donc, on a élégamment et très gentiment, et même des amis qui ont préféré me mettre à la retraite, comme on dit. Et au bout de 10 ans, eh ben, je crois que j'avais fait le tour et que tout le monde était content de me voir partir et de m'avoir gardé. Eh bien, nous, on vous garde pour se retrouver dans quelques instants avec une autre date importante dans votre vie, le 7 mai 1989. À tout de suite sur Sud Radio. Je sais ce que c'est. Avec Christine Murillo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christine Murillo. Nous parlerons tout à l'heure de ce spectacle étonnant sur Pauline Carton, une légende du cinéma et du théâtre que vous jouez à l'Artistique à Tévin. Mais on revient à votre parcours, le 7 mai 1989, donc ça vous dit quelque chose? Ah oui, parce que le 8 mai, j'étais reparti en Bretagne et mes voisins de Bretagne n'en croyaient pas de leurs yeux de m'avoir vu à la télévision la veille. Je pense que vous parlez de mon premier Molière. Exactement, c'est la troisième nuit des Molières, créée par Georges Craven. Georges Craven qui a été un roi du tout Paris. Oui. On oublie que son premier scoop, ça a été la révélation quand il était aux États-Unis de la liaison entre Piaf et Cerdan. Et Cerdan le convoque dans l'hôtel, lui dit « C'est toi qui as raconté ça ?» Et Craven dit « Oui » et paf, un coup de poing dans la figure. Bien fait. Voilà. Donc ce premier Molière, c'est un trophée pour un second rôle dans La Mouette. Oui, c'est pour Macha de La Mouette, mis en scène par Konchalovsky. À l'Odéon. À l'Odéon, avec Macha Merrill, avec Juliette Binoche, avec, alors à cette époque c'était André Dussolier, puisque l'année d'après on l'a repris avec toujours Macha, mais on l'a repris avec Nils Arestrup, merveilleux, et avec Clotilde de Bézère. Et oui, donc j'ai eu ce Molière, et juste l'année d'avant, c'était Salvia, ma sœur, qui l'avait eu pour un second rôle dans le Dialogue des Carmélites, donc c'est bien, l'ordre d'Aînès était respecté. Mais quand on entend son nom justement et que vous montez sur scène, il y a un moment d'émotion. Terrible. C'est pas de l'émotion, c'est de l'angoisse. Le sang qui tombe aux pieds. Je crois que j'étais assise, je suis passée devant Laurent Terzieff, j'ai dû lui serrer l'avant-bras, il a dû se demander pourquoi, puisque lui-même avait eu quelque chose juste avant, ou il l'aura juste après, je ne sais plus. Et j'avais juste une phrase que j'avais préparée au cas où, parce que c'est terrible, c'était une phrase de Colline Serrault avec qui j'avais tourné Pourquoi pas, et qui avait cette phrase, je suis vachement gagné d'avoir content et j'espère faire foi à la prochaine mieux. Voilà, elle avait ce gag. Donc j'avais dit, je suis vachement content d'avoir gagné je suis vachement gagné d'avoir content le Momo et j'espère faire foi à la prochaine mieux. Voilà. Et je crois savoir que c'est Claude Rich qui me le remettait. Exactement. Il se trouve qu'en plus, c'était le premier Molière, il y en a eu 3 autres. Il y en a eu 3 autres. Dis absolument. à ma fille, je pars en voyage, Tartuffe et La Mouche. C'est un record, Christine Murillo? Non, c'est pas un record. Je peux vous citer une ou deux qui en ont plus que moi, mais alors c'est la course. Non, c'est absolument la chance d'être dans le spectacle que les gens vont voir. C'est ça qui est inimaginable. Parce que moi, je suis entourée de gens que j'admire, mais vraiment énormément, et qui ne sont pas forcément dans le spectacle à voir. Alors que c'est sûr que La Mouche, Christian Eck, tout le monde a envie de rire et de venir voir les nouvelles œuvres de Christian Eck et de Valérie Le Sort. Et hop, qui c'est qui a eu l'idée de me demander de jouer sa mère? C'est Christian Eck. Dans Tartuffe, je dis à Michel Faux, je ne veux pas jouer de bonne. Il n'y a aucune raison que je ne le lui dise pas, puisque je le dis à tout le monde. Et il me dit, viens avec moi, tu n'y penseras pas. Eh bien, j'ai joué Dorine sans jamais penser que c'était la nounou, la bonne d'Orgon. Et puis, dis à ma fille que je pars en voyage. Alors là, au rond-point, Denise Chalem, je pleurais
je pleurais en lisant la pièce. Et elle est drôle en plus, c'est deux femmes en prison. C'était extraordinaire. Allez savoir, est-ce que c'était parce que c'était le début du rond-point? Les gens se sont précipités. Et puis après, le bouche à oreille, parce que la pièce était admirablement écrite. Le problème quand on a 4 Molières, c'est qu'à chaque fois, vous faites un petit discours. Oui. Oui. Le dernier, c'était complètement idiot puisque c'était pendant le Covid et c'était, on s'en fout, c'était un peu intramuros, ça n'avait pas d'intérêt. Et celui de, si je me souviens bien, celui de Tartuffe, j'avais préparé officiellement écrit un texte qui disait au cas où voilà ce que je ne pourrais pas dire parce que je ne l'ai pas. Voilà. Donc c'était une forme, voilà. Mais je vous dis que je suis pas doué pour ça. Je trouve que je suis pas doué pour les interviews. Déjà, vous avez beaucoup de mérite. Et alors pour les discours, on repassera. Alors l'interview, on continue parce que ce qui est étonnant, c'est qu'après la Comédie Française, vous avez beaucoup travaillé pour le théâtre contemporain, Molière, Shakespeare et beaucoup d'autres, et le théâtre public. Oui, c'est-à-dire que moi je réponds à la demande et que ce soit public ou privé, je ne m'en aperçois pas. Par exemple, j'ai joué beaucoup au Rond-Point, où j'ai même joué des pièces que j'avais écrites moi avec Grégoire Osterman et Jean-Claude Leguet. On va en parler. Voilà. Vous êtes merveilleux, vous savez tout. Mais ça veut dire le Rond-Point, je peux même pas vous dire maintenant si c'est public, privé, j'y comprends rien. Ce que moi je le savais au moment où j'étais au Français, parce que au Français, on ne pouvait jouer que dans des théâtres subventionnés par l'État à Paris, ou alors évidemment en province. Donc pour moi, Paris était absolument vide de tout théâtre possible pour moi, excepté Chaillot ou le Châtelet, mais pas le théâtre de la ville qui, comme son nom l'indique, était subventionné par la ville. Et puis tout d'un coup, tout s'est bousculé. Et puis, on commençait même dans des théâtres publics et on les reprenait dans des théâtres privés. Donc tout ça, moi, en fait, ça me fait rien. Moi, je fais du théâtre là où on me dit de le faire. Voilà. Et du cinéma aussi. Et vous parlez de Colline Serrault, c'est la première qui vous est employée au cinéma dans Pourquoi pas, qui était une histoire d'un ménage à 3. Absolument. Et qui finit ménage à 4 avec le merveilleux Sami Frey, avec Mario Gonzalez, avec Nicole Jamais. C'est absolument un rêve. On a répété à la cartoucherie le film, si bien qu'on arrivait pour tourner. Il n'y avait pas de trac. C'était pas comme du théâtre, puisque c'était répété comme du cinéma, mais ça nous ressortait par la bouche, c'était d'une facilité, grâce à Colline, absolument inoubliable. Et je crois que en le tournant, j'en suis même sûre, je n'ai pas compris à quel point le film parlait de choses très graves pour les gens. Moi, je me disais, oui, c'est un ménage à 3, allons-y, pourquoi pas. Et après ça, il y a des gens, je me souviens, près des colonnes de Buren, une dame m'a pris les mains et m'a dit, c'est ma vie. Eh ben, je me souviens de cette dame, je me suis dit, mon Dieu, je n'ai même pas pensé qu'il y avait des gens qui souffraient de ne pas supporter le regard des autres, tout ça. Alors, il se trouve aussi, et ça, vous l'avez dit, vous avez répété avant de tourner le film, ce qui est rarissime. Je ne connais qu'une personne, c'est Francis Weber, qui, lorsqu'il faisait un film avec Depardieu et Pierre Richard, partait 8 jours à la montagne et on apprenait le texte complètement pour gagner ensuite du temps au tournage. Oui, mais c'est la méthode de toute façon bien connue de Colline Serrault. Et je me souviens quand j'ai tourné un tout petit rôle avec Vincent Lindon. Vincent était lui aussi très reconnaissant à Colline parce que depuis qu'il avait tourné, comment ça s'appelle, le truc avec Colline, enfin bref, tout le monde sait ce que c'est, il apprenait son texte, mais au rasoir, parce que ça, c'est la condition sine qua non de Colline pour qu'on puisse le restituer aussi spontanément. Spontanément, voilà. Alors, il se trouve aussi que vous êtes l'une de celles qui a participé au seul film tourné par Pierre Barou, car il a réalisé un film, Le Divorcement. Un seul film, alors qu'on le connaît pour ses musiques de film. Eh ben oui. Alors je savais pas s'il avait tourné un autre film ou pas. Il a fait un documentaire sur la bossa nova.
Ah bah ça m'étonne pas lui. Quel amour ce mec-là, mais quel amour. Alors d'abord, il m'a fait tourner avec Michel Piccoli. Du coup, moi je disais mon Michel Piccoli, puisqu'il m'appartenait évidemment, avec Léa Massari. C'était son univers complètement magnifique. Comment est-ce qu'on s'était rencontrés? Je ne me souviens pas, mais on a perduré notre amitié parce que on avait quand même un grand aussi. Il aimait la bossa nova, mais on aimait tous les deux les animaux, et il m'avait alerté d'un théâtre pour animaux qui se passait sur le parvis de la gare Montparnasse. Inoubliable, on était venus avec nos chiens, et moi, ma chienne, extraordinaire. Donc, le théâtre pour tout le monde. Voilà. Et effectivement, Pierre Barrault fait partie de cette génération qui a fait beaucoup de musique, mais peu de films. Et vous-même, vous avez fait encore beaucoup d'autres choses. Et on va continuer à en parler avec un spectacle de la première, était le 28 septembre 2011. A tout de suite sur Sud Radio avec Christine Murillo. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christine Murillo. Nous parlerons tout à l'heure de Pauline Carton et de ce spectacle Pauline et Carton que vous jouez et qui fait justement un carton. Le 28 septembre 2011, c'est la première d'un spectacle, et pour vous mettre sur la voie, car vous ne trouvez pas... là je suis dans le Schwartz. Eh bien écoutez cette voix. Quand j'étais gamin, j'avais l'impression, j'étais très longtemps, enfin ça continue. Pierre Desproges, un spectacle, un hommage à Pierre Desproges, chronique d'une haine ordinaire. Oh là 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 là. Alors, avec Michel Didyme, mais quelle entente cordiale. Je me souviens que je sortais de la Pépinière Opéra avec Dominique Valadier et je disais, je peux jouer ça jusqu'à ma mort. Mais c'est extraordinaire. En plus, Dominique Valadier, qui avait connu Pierre Desproges, qui avait tourné avec lui ses sketchs de Monsieur Cyclopède. C'est bon d'avoir quelqu'un qui s'y connaît. Donc, elle l'avait côtoyé. Elle avait ce sens absolument inégalable pour jouer sur... Et moi, je courais derrière, je vous dis, j'ai toujours des modèles à suivre, et puis après, j'essaye de m'en rapprocher au mieux. Alors, Dominique Valadier était aussi une comédienne du Français, que vous avez connue très très jeune, je crois. Oui, elle était dans ma demi-heure de conservatoire, donc je la connais depuis 53 ans, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Jouer Pierre Desproges, quand on sort de la comédie française, même après quelques années, c'est pas si courant. Comment c'est venu cette idée? C'est Didyme, c'est Michel Didyme qui a eu l'idée de faire ça. Après, il en a fait un deuxième spectacle avec Cathy Matisse, plutôt sur le couple. Mais nous, on s'est délecté, mais c'était... et puis ça fait rire, c'est éternel, c'est énorme, c'est énorme. Alors c'est politiquement incorrect. Oh, toujours. Et surtout dans ma bouche, je vous jure, je suis tellement lisse, moi, que ça me fait du bien d'avoir des gens qui m'obligent à dire des horreurs. Alors justement, ce spectacle a été monté à partir de différents textes de Pierre Desproges et de textes inédits. Il fallait fouiller partout. Ah bah ça, c'est Michel qui s'est débrouillé. Et puis nous, après, puisqu'on a mis ça sur la table. Et juste après... Ce qui est drôle, c'est que moi j'ai appris donc que Desproges se réclamait beaucoup de Vialat. Oui. Et justement, Charles Torchman, lui, m'a proposé de jouer des textes d'Alexandre Vialat un peu après. Donc je faisais un peu le monde à l'envers. Je prenais l'inspirateur après l'inspiré. Et je dois dire que grâce à Didyme et à Torchman, j'ai dit des horreurs merveilleuses. Oui, sauf qu'Alexandre Vialat, ce spectacle s'appelait « Résumons-nous, la semaine a été désastreuse ». Oui. C'était un journaliste aussi qui faisait des chroniques dans les journaux humoristiques. Et oui, chroniques de la montagne, c'est ça, des choses comme ça. Et puis il faisait un courrier du cœur qu'il écrivait lui-même. Oui. Non, mais il y a des gens subversifs extraordinaires. Moi, j'adore. Desproges, vous ne l'avez pas connu? Non, pas du tout. Non. Parce que c'était un homme d'une modestie. Moi, je l'ai connu tout jeune journaliste. Oui. Il a commencé à l'Aurore, je ne sais pas si vous le savez. Il faisait des petits billets humoristiques. Il prenait un fait d'actualité et il y avait un encadré dans le journal L'Aurore, qui est un quotidien qui a disparu aujourd'hui. Des petits encadrés totalement délirants. C'est comme ça que Jacques Martin l'a repéré, l'a fait entrer dans ses émissions. Bien sûr. Et on se souvient de ce reportage avec Françoise Sagan, c'était fausse interview. Oh là, mais c'est extraordinaire ce truc. Il a tout inventé du dérisoire. Et puis c'est surtout aussi Sagan qui est extraordinaire. Il faut quand même 2 personnes pour faire un bon interview. Oui, mais je crois qu'ils se connaissaient et qu'ils avaient préparé le coup avant, ce qu'on n'a pas dit.
Je m'en fiche, moi j'ai marché à fond. Alors, je crois que même des proches ne se rendaient pas compte qu'il a inventé un univers, car il était très modeste. Eh ben, je peux pas savoir. Qu'il soit modeste, ça m'étonne pas. Est-ce qu'on pourrait dire tout ce qu'il disait aujourd'hui sans recevoir des coups des réseaux sociaux en permanence? Bah, écoutez, hier, j'entendais dans une émission Jérémy Ferrari qui disait de tout temps, on a toujours dit, avant on pouvait le dire, maintenant on peut pas. J'ai l'impression qu'on peut tout dire. Moi, j'entends des choses énormes, et puis c'est devenu extrêmement grossier maintenant. Oui. Bon, chacun sa méthode. Ça, vraiment, c'est pas le trivial. Le grossier me déplaît infiniment, mais on dit des choses énormes, alors que les trucs politiquement corrects, je trouve que les gens quand même sont très audacieux, et surtout quand c'est fait par des gens très intelligents, eh bien tout passe. C'est juste les oreilles des imbéciles qui voient ça de travers. Donc pour vous, on peut rire de tout, à condition de bien en parler. Bah oui, c'est bon, mais il l'a inventé, hein. Ouais. Oui, évidemment. En revanche, Christine Muriot, vous avez inventé des mots parce qu'il y a un livre qui est sorti, Le Baleinier, qui est un livre tout à fait étonnant et dont vous êtes l'une des 3 auteurs. Exactement. Alors, non seulement c'est un livre, mais c'est 4. Il y a 4 tomes, et alors la chance, ça a été qu'à la fin du premier tome, Jean-Michel Puif et Jean-Michel Ribes ont eu la bonne idée de nous demander d'en faire un spectacle, si bien qu'en faisant le tome 2 de ce dictionnaire de tracas, nous avons élaboré le premier spectacle qui s'appelait Xu, objet bien rangé mais où ? Si vous voyez ce que je veux dire, dans le genre de tracas. Le 3e tome a été élaboré pour faire le 2e spectacle qui s'appelait Oxu, objet qu'on vient enfin de retrouver et qu'on repère aussitôt. Et le 3e spectacle a été fait à l'élaboration du 4e tome, qui s'appelait Uxu, et qui était urne dont on ne sait pas quoi faire une fois les cendres dispersées. Alors, au départ, Grégoire Osterman et Jean-Claude Leguet, 2 comédiens, travaillent avec vous, et c'est un livre où vous inventez des mots. Comment c'est né? Qu'est-ce que c'était? Alors, d'abord, on vit les tracas. C'est ça notre problème. On se retrouvait... Alors, je vous parle d'un temps. On s'est peut-être croisés au Sherwood, et après le Sherwood, il y a eu le Dos de la baleine, dirigé par Henri Béard, où nous traînions toutes nos nuits, et en traînant la nuit, on parlait de nos tracas, et en parlant de nos tracas, on s'est aperçu qu'en les écrivant, et en les écrivant bien, eh ben, ça pouvait faire un dictionnaire, et donc on a eu l'idée de mettre des néologismes dessus. Voilà. Des néologismes totalement inventés. Par exemple, la plume pour l'étiquette du prix oublié sur un cadeau, oui. Abratafier pour le fait de se prendre la manche dans la poignée de la porte, un bol de café à la main. Comment ces mots sont nés? Alors, si vous aviez vu les spectacles au Rond-Point, vous voyez, puisque les spectacles du Rond-Point, c'était justement la recherche du mot, ou la recherche de la définition la plus pure, et c'était vraiment, on faisait une liste de mots, ou même sur le tas, on lançait des mots, il fallait qu'ils aient pas de racines. Il y a de très rares, et j'ai même fait une énorme bourde une fois, on avait un tracas qui s'appelait mourir le même jour qu'un plus connu que soi. Oui. Et moi, j'ai lancé Birot-Sartré, puisque Maurice Birot était mort le même jour que Sartre. Eh bien non. Une fois le tome paru, je me suis aperçu que j'ai confondu, oh stupide, Sartre et Aragon. Oui. Alors, donc, lamentable, le mot était lancé, et donc, dans une réédition, nous avons changé, et au lieu de Birot-Sartré, mourir le même jour qu'un plus connu que soi, qui, entre parenthèses, est un alexandrin, eh bien, maintenant, ça s'appelle Bibi Foudelzir. Comprenne qui veut. Exactement. Mais il y a eu le mot sophrologie aussi, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il était. Le mot sophrologie. Il est dans votre dictionnaire, j'ai regardé, mais qui n'a rien à voir. Ah non, il ne doit pas être aussi précis que ça. Je ne vois pas avec lequel vous confondez. Je l'ai vu dans un tract où il y a tous les mots. Mais peu importe. Ah bah alors c'est encore un coup de Wikipédia qui a fait n'importe quoi. Non, on se serait pas permis de prendre un mot qui existe déjà. C'est quoi la définition, la sophrologie? Je l'ai plus sous la main, mais il y a le boulbo. J'ai trouvé aussi le boulbo. Ah bah le boulbo, ça c'est le camion qui vous cache la sortie pendant que vous le doublez. Oui.
Sur l'autoroute. Sur l'autoroute, Ouais. bien sûr. Et pourquoi le boule-bosse? Parce que c'est comme... Boule boss, vous voyez comment on peut être à 3 autour d'une table en train de chercher l'impression que nous fait cette espèce de gros camion qui nous casse les pieds et qui nous empêche de voir si on se trompe ou pas. Voilà, c'est venu boule boss. Et vous avez donné l'idée à quelqu'un, puisqu'il y a un pharmacien qui s'appelle Isidore, qui se fait appeler Isidore III, qui a inventé comme ça des mots à partir du latin et du grec Ah oui. pour les introduire dans la langue française avec des tracts, des pancartes et des envois postaux. Donc il y avait amanduire, mettre à portée de la main, guamatonomie, gastronomie, bilocoulie, sur stock en pharmacie. Voilà, et c'est exactement ça qu'on se refusait de faire, parce qu'il y a un autre monsieur, Chifflet, Oui, c'est Jean voilà, Chifflet, oui. voilà, qui a, lui, fait des mots valises. Oui. Et nous, on voulait pas des mots valises. On voulait absolument... alors, il y a quand même des trucs cachés, puisqu'il y a, par exemple, laguindouir. Laguindouir, qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, c'est être à côté de son chien qui fait ses besoins. Et pourquoi laguindouir? Eh bien, je vous l'apprends, c'est que c'était le nom de mon chien. Voilà, juste, mais tout sert comme La ça. guinde, la guinde. Et il y a un côté canular. Vous aimez les canulars, Catherine Muriot? Oui, alors canular, je dirais pas que c'est un canular, parce qu'un canular, il y a toujours un dindon de la farce derrière. Alors que dans le baleinier, le dindon de la farce, c'est soi-même. Et c'est d'autant plus vrai que c'est un double. C'est pas faire tomber la cuillère dans la soupe. Hein. Ça, c'est un tracas. Mais un tracas du baleinier, c'est marcher dans une crotte avec des chaussures neuves. C'est-à-dire que déjà, il y a un tracas, mais il est doublé d'un deuxième et d'une grande peine pour celui qui le subit. Voilà. Alors, il se trouve que vous avez, quand on voit tout ce que vous avez fait, vous avez joué avec, comme metteur en scène, toutes les générations de metteurs en scène jusqu'à aujourd'hui, Christine Mais Muriot. maintenant, ils sont très très jeunes par rapport à moi. Ouais. C'est rigolo. Ouais. Mais Édouard Baird, par exemple, c'est Oui. pas votre génération où il vous a mis en scène. Il y en a beaucoup comme ça. C'est Oui. ça, c'est un je faisais privilège. un rôle. Je faisais un rôle mini. Mais quelle chance d'avoir été choisi par lui. Je jouais Philippine de Rothschild. Oui. Alors, quand on me voit, c'est pas sûr que j'y ressemble. C'est la confiance d'Édouard Baird qu'on peut applaudir en ce moment dans Cyrano, avec ma sœur d'ailleurs, qui joue dedans. Catherine Salvia, avec qui vous avez joué aussi au théâtre. Oui, on a Avec deux sœurs. Pierre Note qui nous a filé cette pièce n'était pas du tout écrite pour nous. Elle était écrite pour 2 personnes de 80 ans, mais il a préféré 2 plus jeunes, mais des vraies sœurs. Et ça c'est inoubliable. Et c'est vraiment c'est mis en scène par Kerbratt. C'était fraternel. Hein. Justement, jouer avec sa sœur, c'est une complicité ou il y a des problèmes? Les deux. C'est-à-dire que Catherine est inégalable en scène, en représentation, et en répétition, elle a pas du tout... Moi, je fais n'importe quoi en répétition pour aller de partout, et elle a une autre méthode. Donc, on se retrouve en fait le jour de la première, quoi. Et elle a joué au cinéma dans un film qui s'appelle Omar m'a tué, où elle a joué le rôle d'Hélène Carrère d'Ancos. Absolument, mais oui, mais ça, moi j'y crois, parce que Catherine, c'est une tête. Hein. Alors, elle lit, elle va tout voir, elle connaît tout. Elle est bien à interviewer aussi, Catherine. Eh ben, je la recevrai un jour avec plaisir. Mais il y a aussi une récompense qu'on vous a attribuée, je crois, l'année dernière, qui est le prix du Brigadier, qui est une sorte de consécration. Écoutez, oui, j'étais éblouie, et puis puisque je sais ce que c'est que de recevoir un Molière, je ne savais pas ce que c'était qu'un brigadier, et je dois dire que c'est incroyablement chaleureux. Ça sent les coulisses, la poussière du théâtre. C'est très confraternel, non pas que les Molières le soient pas, mais c'est un peu on sent qu'on parle de beaucoup de spectacles que beaucoup n'ont pas vus, dont moi d'ailleurs, la plupart du temps. Et alors qu'au Brigadier, on a l'impression de quelque chose de fraternel. Eh ben, ce côté fraternel, vous le faites, mais toute seule en scène, avec une date qu'on va évoquer, qui a été le point de départ de cette aventure, le 24 juillet 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Christine Muriot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christine Muriot. Nous avons évoqué votre long parcours avec tout ce que vous avez fait. Long. Oui, et qui ne fait que commencer, et qui a continué le 24 juillet 2022 avec la première d'une lecture au Festival de Grignan, Festival de la correspondance, sur Pauline Carton. Oui. Et depuis vous le jouez, puisqu'il est à l'affiche de l'Artistique Athénian aujourd'hui à Paris. Comment s'est née cette aventure? Alors,
Pierre Cordier a contacté Charles Torchman pour faire des correspondances. Oui. Ils se sont mis d'accord après un essai où c'était pas... Charlie a dit qu'est-ce que vous avez en rayon. Pierre a dit, eh bien, Virginie Berling a fait un montage sur la correspondance de Pauline Carton. Charlie m'a dit, et Pauline Carton, ça te plaît plus? Alors j'ai dit, attends, qui n'a pas lu les théâtres de Carton et tout ça? Donc j'ai dit oui, et on s'est embarqué là-dedans, et on avait une 50aine de minutes consacrées à la correspondance, très bien retrouvée par Virginie Berling, où on avait rajouté, je me souviens plus bien qu'est-ce qu'elle avait mis elle-même, mais on a mis des petites chansons, des trucs, on avait déjà des petits machins en plus, et alors succès cosmique sur les 60-80 ans. Bon, alors merveilleux, et puis Frédéric Biessy est passé par là et a demandé à Charlie, t'as rien sous la main, et Charlie qui venait pour autre chose a dit, si, j'ai Pauline Carton, et allez donc, au lieu de s'appeler... je sais plus quoi, ça s'est trouvé que ça s'est appelé Pauline et Carton, et c'est une esperluette. Pourquoi Pauline et Carton? Parce que ça parle à la fois de Carton, qui est la vie professionnelle de Pauline Carton, puisque c'est son pseudonyme, et Pauline, puisqu'il y a sa vie personnelle, ses avis, ses coups de gueule, et puis ses amours, quoi. Et d'ailleurs, le pseudonyme de Pauline Carton est né dans une pièce qui s'appelait Le Ruisseau, oui, où elle jouait deux rôles, Mademoiselle Pauline et Mademoiselle Carton. Pour que ça fasse cossu, le monsieur avait mis Pauline et, un peu plus loin, Carton, et Carton lui est resté. Alors, il se trouve que ce spectacle est devenu un classique, puisque vous l'avez joué à Avignon, vous l'avez joué à Paris à la Scala, et aujourd'hui, il est à l'Artistique Athénion, ce que vous n'imaginiez pas au début. Ah non, et alors aux Artistiques Athévins, c'est venu, mais j'allais justement écouter Catherine, ma sœur, dans un spectacle sur Madame Tallien, qui au demeurant, j'espère, deviendra un vrai spectacle, parce que c'est formidable ce qu'on y apprend, et Dominique Bourde, donc, qui est à la tête des Athévins, m'a dit, et si vous veniez ici, et qu'est-ce que vous avez en rayon? Et comme j'avais arrêté en décembre à la Scala Pauline, et la tournée, je lui ai dit, voilà, j'ai Pauline et Carton. Et elle me dit, mais vous pouvez jouer quand? Et je lui ai dit, demain. Ouais. Et à 1 ou 2 semaines près, c'est ce qui s'est passé, et c'est formidable parce que ça donne une deuxième vie. À la Scala, ça s'essoufflait sans doute un peu, et puis on jouait que 2 jours par semaine, c'est pas toujours les jours que les gens veulent. Alors que là, ils ont le choix puisque c'est du mardi au dimanche. Alors, il se trouve aussi qu'on connaît la voix de Pauline Carton, on connaît ses seconds rôles dans Sacha Guitry. Oui, c'est une voix de canard. Exactement, hein, et on ne connaît pas sa vie. Par exemple, moi, j'ai découvert que son père, je ne sais pas si vous le savez, avait été le bras droit du baron Haussmann dans la construction de Paris. Eh bien non, vous me l'apprenez. Je savais qu'ils étaient des grands bourgeois et des têtes, mais je ne savais pas de quel univers. Voilà, il se trouve qu'elle a commencé à jouer les concierges, les domestiques, très très jeune, Pauline Carton. Ah oui, elle n'a joué que ça, et elle n'aimait que ça. Et elle n'a jamais cherché à jouer autre chose. Ce qu'elle aimait, c'était l'ambiance du théâtre, et puis après l'ambiance des tournages. Mais elle parle surtout de la poussière des théâtres, des coulisses. On dit aussi que... moi, je me suis renseigné, je connaissais rien. À part les théâtres de Carton, je connaissais rien d'elle, et de l'avoir vue évidemment dans les films. Mais... et dans La Voyante, je me demande si je l'ai vue dans La Voyante à Marigny, justement au théâtre ce soir. Elle a donc pris le rôle de Popesco dans La Voyante. De Fusier-Gire. De Fusier-Gire dans La Voyante, elle a joué avec Popesco. Oui. D'ailleurs, toutes les deux avaient des cannes. Elle disait ça va faire un festival de Cannes, car elle avait beaucoup de monde. Pour être très honnête et pour rendre à César, j'ai pris l'anecdote et j'ai dit que j'avais gardé ma canne. En fait, elle raconte l'anecdote que Popesco avait de l'arthrite, que elle-même était tombée dans l'escalier, mais qu'elle est allée voir Popesco en lui disant « Moi, je ne vais pas prendre ma canne pour que ça ne fasse pas un festival de Cannes. » Et en plus... Pourquoi je l'ai mis dans l'adaptation? Puisque avec Charlie Torchman, on est quand même grandement responsable des rajouts. J'ai mis que des choses personnelles que personne ne sait et que c'est un vide-grenier d'à moi. Mais moi-même, je croyais avoir inventé, puisque dans la vie, malheureusement, j'ai souvent une canne.
j'ai cru que c'était moi qui inventais le Festival de Cannes en plaisantant, en voyant une spectatrice. Je lui disais toujours, dites donc, c'est un Festival de Cannes. Eh bien, Pauline était passée avant moi. Il se trouve aussi que Pauline Carton, dans cette pièce, je ne sais pas si vous le savez, elle a un trou de mémoire un jour. Oui. Et au lieu de raconter la pièce, elle a parlé du décollage de Apollo 4 et Apollo 5. Ah, c'est dans le spectacle. Voilà, c'est extraordinaire. Oui. Absolument. Et elle dînait tous les soirs dans la loge de la concierge plutôt que dans sa loge pour... Ah oui. Et même, je crois que j'ai lu la même chose que vous. Quand Popesco lui a dit, mais venez, vous avez une loge formidable à Marigny pour vous. Elle a dit non, moi je suis très bien. Elle voit passer les gens. Ce qu'elle aimait, c'était les gens. Elle finissait son petit rôle. Elle allait dans la salle pour regarder la fin de la pièce. Elle ne partait jamais si elle n'était pas la dernière. C'est vraiment un amour du théâtre et des gens de théâtre. C'est inouï. Et son amour du théâtre était né, je ne sais pas si vous le savez, Christine Murillo, lorsqu'elle était enfant, ses parents l'avaient déguisée en petit garçon parce que les filles, pour aller voir des cafés-concerts et des pièces un peu olé olé. Ah ben non, ce que je savais, c'est qu'elle faisait des pièces chez elle et qu'elle nomme d'ailleurs une pièce qui lui est restée chère au cœur. Mais bon, je n'ai pas gardé toutes les anecdotes, bien sûr, mais elle jouait déjà des petits rôles dans le salon, comme beaucoup. Mais elle... d'ailleurs, je le dis dans le spectacle, histoire qu'on comprenne bien que c'est pas un historique de Pauline Carton, c'est la vie de Pauline Carton, c'est très très cocasse. Et par exemple, elle dit depuis ma naissance, je savais que j'avais été mise au monde pour faire du théâtre. Alors je vais vous faire ce que je fais je vous expliquerai après. Je savais que j'avais été mise au monde pour faire du théâtre, comme Jeanne d'Arc, pour bouter les crétins hors de France, les chrétiens les Anglais, hors de France, voilà. Donc, dans le spectacle, ça n'est que des anecdotes drôle, puisque c'est principalement ça qu'on garde de Pauline, émouvante parce qu'elle n'a eu qu'un seul amour dans sa vie, c'est Jean Violette, un poète suisse, et puis son admiration sans borne pour Sacha Guitry. Oui, Sacha Guitry qu'elle a vu au départ dans 2 bureaux au départ, elle était inconditionnelle, et elle a vraiment elle a été presque, je veux dire, une des muses de Sacha Guitry. Oui, et alors... muse, c'est même plutôt vous voyez qui est Margot Capelier, qui était la première casting de film. Eh ben elle était casting pour et alors mieux, l'histoire dit, je suppose, j'ai lu, je sais pas moi qui étais présente, il dînait, j'ai encore oublié le nom de la comédienne, assez peu moins connue, mais Guitry dînait avec une comédienne de son chef à lui, et il expliquait à cette dame qu'il cherchait un rôle pour Désiré d'une domestique, et il cherchait quelqu'un qui ne soit pas convenu, qui soit plutôt original. Et là, la dame qui les servait à table, donc la femme de chambre de la comédienne, pendant qu'elle servait, elle dit: mais madame, est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble à la comédienne que nous avons vue dans je ne sais plus quoi, elle avait dû l'emmener au théâtre ou je sais pas quoi. Renseignement pris Guitry, le soir même il va la voir, et c'est comme ça qu'elle a été engagée pour Désiré. C'était Pauline Carton. Elle a aussi fait des recherches pour lui à la Bibliothèque nationale. Incroyable. Pour ses films d'époque. Et puis Pauline Carton, on la connaît quand même au-delà des films de Guitry pour une chanson qui est restée culte. Rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font entretiner, je veux bien essayer. Ah bien, sous les pas. Tous les palétuviers, tout le monde le chante encore aujourd'hui. C'était une opérette, toi et moi. Tout le monde le demande. Alors, si vous me demandez, je ne le chante pas, je le cite. Pourquoi ? Parce que c'est une petite dramaturgie au moins qui se respecte. Elle chantait les palétuviers quand l'amour de sa vie, son amour de 50 ans durant, était malade et allait mourir. Donc, les palétuviers, on l'a entendu 3 secondes, mais elle chante merveilleusement, même avec sa voix de canard. C'est un duo, et puis c'est inégalable. Donc j'allais pas essayer de chanter ça, alors que je chante d'autres trucs qui sont plus faciles. Donc j'avais pas envie de le chanter, mais il y a une raison dramaturgique, c'est que peut-être elle n'avait pas envie de rechanter les palétuviers, puisque c'était concomitant avec la mort de Jean Violette. Elle n'avait pas envie non plus, Pauline Carton, de s'embêter à vivre dans un appartement. Pendant 40 ans, elle a vécu au 6e étage de l'hôtel Saint-James à Paris, rue de Rivoli. Absolument.
Alors moi, on m'a dit qu'on disait Saint-James. Je vous le dis comme je le pense, mais je fais ce qu'on me dit. Et oui, 40 ans à l'hôtel. 40 ans à l'hôtel. Dans une petite chambre avec une vue sur les Tuileries. Avec ses 3000 bouquins dans un grenier sur le dessus. Mais inimaginable quand même, cette obsession. On dit même, j'ai cru voir dans une anecdote, elle avait été convoquée par Guitry dans le sud, dans la maison de Guitry, pour parler d'une pièce avec drôle comme un stage ou je sais pas quoi, je me souviens plus du détail. Et elle avait naturellement sa chambre, et le lendemain matin, Guitry va pour la réveiller, pour qu'elle vienne au petit déjeuner. Eh ben non, elle n'était pas dans la chambre, elle avait été à l'hôtel à côté. Elle supportait pas je ne sais pas, les meubles, la famille, je ne sais pas. Après, moi, je l'ai interviewée à la fin de sa vie dans cet hôtel. Ah ouais. Oui. Et alors, elle ne pouvait plus marcher, et c'était un valet de chambre qui l'a portée sur son dos pour l'amener à je vois le tableau. Non, mais elle s'encombrait de rien. Plus subversive, plus trash. Moi, je laisse entendre tout ça. Je suis très, très, très en deçà de son intelligence et de sa culture. Je répète, je lis rien, je suis nul, mais au moins, je suis à une page blanche. Oui. Et bien, sur la page blanche, j'ai mis toute l'intelligence et toute la trachitude de Pauline dans la mesure de mes moyens. Oui, donc elle disait qu'elle avait beaucoup d'humour, qu'elle était tarte en jouant les cuisinières. Oui. Et surtout, elle disait dans les concours de beauté, on me place toujours dans le jury, car elle n'était pas dupe de son charme. Oui, alors, elle exagère beaucoup sur sa laideur, parce que quand on voit les photos d'elle jeune, elle n'est pas du tout moche. Non. Elle est extrêmement correspondante à l'époque. Mais elle dit bien qu'elle voulait pas mettre de corset quand tout le monde en mettait. Elle était subversive. Et féministe avant l'heure. Et féministe avant l'heure. Et ce qu'elle écrit à un mec qui dit que toutes les comédiennes sont des putes, c'est clair. Elle répond ma très sale gueule est un garant dans ce métier où je ne dois rien à la prostitution. Ouais, voilà, exactement. Juste... Anecdote, si ça vous chante. Oui. Par exemple, le spectacle commence à une lettre à Clément Vautel qui, justement, disait que les comédiennes couchaient pour avoir un rôle. C'est ça. Eh bien, Clément Vautel n'était pas un inconnu pour moi, parce que Clément Vautel avait écrit dans le journal du Minotaure, et je reviens au baleinier, notre dictionnaire de tracas, il fallait bien, au début, on met une dédicace, et Clément Vautel... il y avait eu une enquête dans le Minotaure où on demandait avez-vous rencontré une personne importante dans votre vie, et qui est-elle? Alors tout le monde avait dit ma mère, ma sœur, une comédienne, je sais pas quoi, et moi j'avais repéré, parce que j'avais le journal, Clément Vautel qui avait dit je n'ai jamais rencontré personne. Et compte tenu de ce qu'on disait dans le baleinier, c'était exactement notre état d'esprit. Eh bien, comme quoi, il pouvait être intelligent dans le Minotaure et être un sacré con d'avoir dit ça sur les comédiennes. Et Pauline Carton avait une particularité, elle allait donner des morceaux de croissants aux moineaux aux engins des Tuileries. Ah oui. Elle le dit bien dans ses interviews, elle adorait les petits oiseaux des Tuileries. C'était ses compagnons sur son appui de fenêtre, dans sa petite chambre minuscule avec vue sur les Tuileries. C'était un personnage. Ah, et oui. d'ailleurs, un jour, il y a une série de journalistes qui viennent l'interviewer. Elle en avait dit j'en veux 12. Le 13e, il s'est fait jeter. Et il n'a pas eu d'interview. Génial. Elle est repartie. Ah, je savais pas qu'elle était superstitieuse. Non, mais elle ne voulait pas, elle était comme ça. C'est quand même un personnage qui touche toutes les générations et que vous faites revivre aujourd'hui. Oui, et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que je ne sais pas par quel miracle ça parle à énormément de gens. Alors évidemment, ça parle aux gens qui savent à peu près qui est Pauline Carton et qui sont Guitry, Michel Simon, Jean Marais, Popesco, tout ça. Ça défile un peu sans être un répertoire. Oui. Voilà. Mais même les jeunes gens entendent l'amour pour le théâtre et surtout la cocasserie qu'elle a toujours vu dans tout ce qui lui est arrivé, parce que le truc principal de Pauline Carton, c'est qu'on peut même pas écouter 3 secondes sans rigoler, quoi. Exactement. Alors c'est à l'artistique à Thévin le plus longtemps possible, Christine Murillo. Je le souhaite. Et encore, merci d'avoir fait revivre cette personne qui a touché une génération et qui mérite de toucher les autres. Est-ce que je peux rajouter que le spectacle ne serait rien sans Charles Torgman, avec qui le compagnonnage comment ça s'appelle, de l'adaptation
de la direction sur scène est inégalable. Et moi, c'est mon seul en scène. Hein. C'est Premier et dernier. Premier et dernier, parce que c'est trop cruel dans la loge, on est tout seul. Mais grâce à Christian Pinault qui fait des éclairages et qui fait que ça n'est pas une grande tranche de vie, mais c'est au contraire un spectacle, moi je suis redevable à tout le monde pour la joie que j'ai en scène tous les soirs. Eh bien, merci de nous avoir donné la joie de partager ce moment. Et on conseille à celles et ceux qui nous écoutent d'aller voir Pauline Écarton à l'Artistique à Thévin. Eh bien, je vous en remercie. Merci Christine Murillo. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.